Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice concernant la troisième unité, utilisation de la matière organique et inorganique, proposée lors des examens du baccalauréat des sessions 2022, à la fois la session normale et session de rattrapage. Et on commence par la session normale. Donc voilà le sujet. La technique de culture de riz, dite système de riziculture intensive, assure une production importante du riz, mais elle constitue une source de méthane, CH4, un des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre. Pour comprendre l'impact de cette technique sur l'environnement et proposer des mesures visant à réduire son effet négatif, on propose les données suivantes. Donnée 1. Dans plusieurs régions du monde, les rizicultures transforment de grandes superficies de marécages en rizières. C'est ainsi que la superficie de ces marécages a subi une réduction importante entre les années 1800 et 2000. La figure A du document 1 présente la variation de la quantité atmosphérique de méthane entre les années 1600 et 2000, alors que la figure B montre la contribution relative de différentes sources à la production mondiale du méthane dans l'atmosphère en 1986. Et la figure C montre la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement de l'atmosphère. Donc vous avez ici trois documents et on vous demande, en exploitant la figure A du document 1, décrivez la variation de la quantité du méthane dans l'atmosphère. Donc comme vous constatez dans ce document-là, on va donner ici la variation de la concentration du méthane dans l'air en fonction des années. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc entre 1600 et à peu près 1800, la concentration en méthane ou la quantité de méthane en UA était constante ou reste constante. Mais à partir de 1800, 1850, 1900 et ainsi de suite, jusqu'à 2000, on constate qu'il y a une progression d'abord faible, mais elle devient de façon qui est très rapide. Donc on peut dire qu'il y a une augmentation progressive de la concentration du méthane dans l'air. Donc ce que vous demande d'écrire, donc comme description de la variation de la quantité du méthane, entre 1600 et 1800, la quantité de méthane reste stable à 650 UA et entre 1800 et 2000, la quantité de méthane a subi une augmentation progressive. Elle passe de 650 à 1600 UA. Deuxième question. En exploitant la donnée 1 et les figures A, B et C du document, montrez la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique. Donc là, on a montré que au fur et à mesure des années, il y a augmentation de la concentration de méthane. Et d'après le document 1, on a donc que la superficie de riziculture augmente entre 1800 et 2000. Entre 1800 et 2000. Donc on peut constater d'après ce premier document que de 1800 à 2000, la concentration de méthane a augmenté en fonction de la superficie des rizicultures utilisées. Le document B, il nous montre la contribution relative de différentes sources à la production mondiale de méthane dans l'atmosphère. On voit ici que les sources industrielles contribuent avec 32%, l'élevage des bétails 18%, les marécages 13%, autres 6%. Ce que nous importe, c'est les rizières. Les rizières contribuent avec un pourcentage de 31%. Alors que le document C, il nous montre que les rizières donnent une quantité très importante de méthane, à peu près 18%. Et ce méthane qui est un gaz à effet de serre. Donc ceci montre que la surface des rizières, elle augmente. Ils vont fabriquer une grande quantité de méthane et le méthane va contribuer bien sûr à augmenter l'effet de serre, ce qui va entraîner le réchauffement de l'atmosphère. Ceci montre bien sûr qu'il y a une relation entre la riziculture et le réchauffement climatique. Donc la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique, d'après le document 1, entre les années 1800 et 2000, la superficie des rizières a subi une augmentation aux dépens des marécages. La figure B, elle montre que les rizières contribuent à la production du méthane à une proportion de 31%.
Et la figure C montre que le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique à une proportion de 18%. Toutes ces données, on les extrait à partir de ce document. Alors que la figure A, donc après l'année 1800, l'augmentation importante de la quantité de CH4, c'est-à-dire le méthane, en atmosphère, est due bien sûr à l'augmentation des superficies des rizières, ce qui induit une augmentation des émissions de méthane, d'où accentuation du réchauffement climatique. Donc, il y a une relation entre les rizières et le réchauffement climatique. Donnée numéro 2. La figure A du document 2 montre le processus de formation de méthane par les bactéries dans le sol d'une rizière. Et la figure B montre la superficie des rizières et la production du riz en 1950 et en 1986 à l'échelle mondiale. Il y a ici une remarque. Le Methanothrix species est une bactérie anaérobie méthanogène, c'est-à-dire elle produit le méthane qui se trouve dans le sol des rizières. Troisième question, en vous basant sur la figure A du document 2, celle-ci, expliquez la formation du méthane dans les rizières. Puisque le riz est une plante qui demande beaucoup d'eau et il vit submergé dans l'eau, les racines sont submergées dans l'eau, remarquez ici la couche d'eau. Et puisqu'il y a des bactéries dans ce sol, bien sûr, elles vont dégrader la matière organique par fermentation, puisqu'il y a absence d'oxygène, et produire une grande quantité de méthane qui va sortir bien sûr vers l'extérieur sous forme de gaz, ce qui va donner bien sûr à une augmentation du réchauffement climatique. Donc, formation du méthane dans les rizières, la culture des rizières dans les sols submergés par l'eau, qui crée un milieu qui est anaérobie. Ceci entraîne bien sûr la dégradation anaérobique de la matière organique du sol par les bactéries méthanogènes, comme on donne ici, ce qui va donner bien sûr le processus de fermentation. Donc, libération du méthane et augmentation de la concentration de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En vous basant sur la figure B du document 2, calculez la quantité de méthane libérée par les rizières en 1950 et en 1986 et expliquez la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de méthane observée après 1950 dans le document 1. Donc, on va donner ici, remarque, 1 hectare de riz libère en moyenne 0,6 tonnes de méthane par an. Et on va donner ici la production du riz entre 1950 et 1986. La superficie des rizières en hectares, on a ici 200 000 en 1950, alors qu'en 1986, on a 2 millions. Comme production de riz, là, il y a seulement 300 000 tonnes, alors que là, il y a 800 millions. Pour calculer la quantité de méthane libérée, bien sûr, on va utiliser ces données, c'est-à-dire concernant la superficie. Donc, entre les années 1950, la quantité de méthane libérée par ces rizières, on a 200 000 fois 0,6, qui va donner à peu près 120 000 tonnes de méthane. Alors que en 1986, on a ici 2 millions fois 2 fois 0,6, ce qui va donner bien sûr 1 200 000 tonnes par an. Donc la quantité bien sûr va augmenter, ce qui augmente bien sûr la quantité de méthane dans l'atmosphère, ce qui va bien sûr participer au réchauffement climatique. Donc bien sûr ceci explique la contribution de rizières dans l'augmentation de la quantité de CH4 dans l'atmosphère, donc contribue bien sûr au réchauffement climatique. Donc le calcul de la quantité de méthane libérée par les rizières en 1950 et en 1986. En 1950, la quantité de méthane libérée par les rizières est égale à 200 000 fois 0,6, c'est à peu près 120 000 tonnes par an, alors qu'en 1986, la quantité de méthane libérée est à peu près 2 millions fois 0,6, c'est 1 200 000 tonnes par an. Donc, explication de la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de CH4, c'est-à-dire de méthane, observée après 1950, qu'on a vu dans le document numéro 1. Donc, après 1950, il y a une augmentation de la superficie des rizières et de la production du riz,
dégagement important de méthane par fermentation, production de méthane par les rizières qui dépasse 120 000 tonnes par an en 1950 et 1 200 000 tonnes par an en 1986, c'est-à-dire 10 fois de plus, ce qui entraîne une contribution à l'augmentation des émissions de méthane à l'échelle mondiale. Donnée numéro 3. Afin de trouver des solutions aux problèmes de la pollution liés à la riziculture, on propose l'exploitation du document 3. Le document 3 montre la figure A présente les résultats de l'étude de l'impact des pratiques d'irrigation sur les émissions de méthane, dans le cas d'un sol submergé recouvert d'une couche d'eau, et dans le cas d'un sol drainé, élimination de la couche fine d'eau puis irriguée. La méthanotrophie, en présence de dioxygène, permet l'utilisation du méthane par les bactéries méthanotrophes comme source de carbone et d'énergie, alors que la figure B du document 3 présente le résultat d'une étude sur la production de méthane en présence et en absence de ces bactéries. Donc, on vous demande, en exploitant le document 3, comparer les résultats obtenus lors de chaque étude et proposer deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture. Donc, comme vous le constatez, d'après la figure A, dans le sol submergé, il y a une émission de CH4 importante qui peut atteindre 700 mmol par mètre cube, alors que dans les sols drainés puis irrigués, il y a une émission faible de CH4, à peu près 100 mmol par mètre cube, alors que le document B il ne montre que l'émission de CH4 en présence des bactéries méthanotrophes reste presque constante, alors qu'en leur absence, il y a une augmentation progressive, en fonction bien sûr du jour. Elle peut même doubler ou tripler. Ici on a 400 et après 2 jours on a 1600, donc fois 4. Donc ceci bien sûr montre que les sols submergés et en absence de ces bactéries, bien sûr il y a une augmentation de la concentration de CH4 dans l'atmosphère. Donc, comme proposition de solution pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture, on a deux propositions. La première, la voilà. C'est-à-dire, on utilise des sols drainés puis irrigués. C'est-à-dire, on va faire un drainage. Et la deuxième, la voilà. C'est-à-dire, il faut introduire des bactéries méthanotrophes qui vont participer à réduire et rester constante la concentration des méthanes dans ces rizières. Donc la comparaison montre que dans le sol submergé, les émissions de CH4 sont importantes, à peu près 700 micromoles par mètre cube, par rapport à celles du sol drainé puis irrigué, seulement à 100 millimoles par micromoles par mètre cube. Alors que le document B montre qu'en présence des bactéries méthanotrophes, les émissions de CH4 restent presque constantes à la valeur de 200. Alors qu'en absence de ces bactéries, les émissions de CH4 augmentent considérablement avec le temps. Elles dépassent de 200 à, c'est-à-dire au 200 au début de l'expérience ou de l'étude, à 1600 au deuxième jour. Donc, comme solution qu'on peut proposer pour limiter l'impact de pollution liée à la riziculture, il y a bien sûr le drainage qu'on peut avoir ou qu'on peut voir à partir de ce document-là, et il y a l'introduction de bactéries méthanotrophes dans les rizières qu'on voit à partir de ce document-là. Donc vous voyez bien qu'on vous donne les réponses à donner. Seulement, il faut bien sûr lire le texte, comprendre les documents et essayer de donner des phrases qui sont claires, logiques et justes. On passe maintenant à la correction de la session de rattrapage. Il s'agit aussi d'un exercice de raisonnement scientifique. Afin de mettre en évidence les impacts négatifs des ordures ménagères et des divers polluants sur l'environnement et de proposer des mesures visant à réduire ces impacts, on présente les données suivantes. Donnée 1. Les lixivias issus des décharges publiques au Maroc sont considérés comme source de pollution importante des eaux et des terrains agricoles. La décharge de la ville de Meknès s'étale sur une superficie de 17 hectares. Elle reçoit une quantité moyenne de déchets estimée à 554 tonnes de déchets par jour, avec un taux moyen d'humidité de 40%. Ce site reçoit
une pluviométrie annuelle de 465 mm, générant ainsi un volume total estimé à 271 mètres cubes par jour de lexivia. Comme question, en vous basant sur les données de document 1, décrivez l'évolution de la DBO, de la DCO et de l'oxygène dissous, puis déduisez la qualité de l'eau de ces deux stations. Alors, si on constate la ville de Meknès, là on a le oued de Boufkran, là le oued Wislan, la ville de Meknès, la voilà, la décharge publique, la voilà. Et là, bien sûr, c'est le dépôt du Luxivia. Donc, vous voyez bien, il est très proche de l'oued Boufkran. Là, on a la station 1 avant la décharge et la station 2 après la décharge. Alors, on constate que par comparaison, pour la DBO5, la station 2 contient une très grande quantité, à peu près 300 mg par litre, alors que la station 1, il y a une faible DBO5, seulement à peu près 8 mg par litre. Aussi, pour la DCO, la concentration elle est très élevée dans la station 2 et très faible dans la station 2. Alors que pour la concentration en oxygène dissous, la station 1 elle est très riche, il y a 4,5 mg par litre, alors que la station 2, son eau contient seulement une concentration de 0,5 mg par litre. D'après le document C, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a la qualité de l'eau excellente, bonne, moyenne et mauvaise. Et là, bien sûr, ce sont les paramètres à utiliser. Donc, si on voit la DBO pour la station 2. La station 2, la DBO est à peu près 300. Donc, 300, la DBO5, supérieure à 25, donc elle est très mauvaise. La DCO, supérieure à 30, donc elle est moyenne. Pour la quantité d'oxygène dissoute, 0,5, très mauvaise. Donc la qualité d'eau de la station numéro 2, elle est très mauvaise. Alors que la station 1, la DBO5, 8. Donc on a ici inférieur à 3, non. Voilà, elle est moyenne, donc de qualité moyenne. La DCO 30, donc DCO 30, là voilà. Donc elle est toujours moyenne. Et la quantité d'oxygène dissoute supérieure, donc 4,5, donc elle est voilà, 4,5, donc il est de qualité moyenne. Donc la station 1, la qualité d'eau de la station 1 est de qualité moyenne, alors qu'il est très mauvaise pour la station numéro 2. Donc lorsqu'on passe de la station S1 à la station S2, on note une augmentation importante de la DBO5, de la DCO, et une diminution de la quantité d'oxygène dissoute. Et comme déduction, on peut dire que pour la station S1, les teneurs analysées des paramètres DBO5, DCO et l'oxygène montrent que la qualité des eaux est moyenne. Alors que pour la station 2, les teneurs analysées des paramètres DBO5, DCO et l'oxygène dissous montrent que la qualité de cette eau est très mauvaise. Donc comme explication, la différence de la concentration en oxygène dissous dans les eaux de station. Alors, comme on constate ici, les lexivia résultant de la décharge publique, bien sûr, vont passer dans l'eau de Oued Boufkran vers la station numéro 2. Ce bien sûr va entraîner les conditions favorables pour une multiplication des bactéries, ce qui va augmenter la consommation de l'oxygène, d'où sa diminution. Donc, la diminution de la concentration de l'oxygène dissous dans l'eau de cette station 2 par rapport à la station 1. Donc la station 2 est située en aval, donc après, c'est-à-dire en aval des décharges publiques, ce qui va entraîner les conditions favorables à une importante multiplication bactérienne, d'où augmentation de la consommation d'oxygène, donc diminution de sa concentration par rapport à la station S1. On passe à la deuxième donnée. Pour dégager un autre aspect des effets négatifs des lexivia sur l'environnement, une étude comparative sur la composition chimique aux métaux lourds des lexivia a été réalisée en 1989 au niveau de la décharge de Rabat et celle de Marrakech. Le document 2 présente les résultats de cette étude et le document 3 présente quelques caractéristiques des déchets ménagers liés à l'activité artisanale de la ville de Marrakech.
Donc vous voyez ici la décharge de Marrakech et là celle de Rabat. Et on vous donne dans le document 3 le tannage et la transformation de la peau animale en cuir en utilisant des produits chimiques. C'est une activité importante de la ville de Marrakech. 700% à 80% de cuir est produit par le procédé de tannage au chrome. Vu la complexité de la transformation de la peau animale en cuir, les artisans utilisent plusieurs éléments chimiques, le zinc, le cuivre, le nickel, etc. Cette activité rejette une quantité importante de déchets solides qui sont stockés dans la décharge publique de Marrakech. En vous basant sur le document 2 et 3, comparez la concentration en métaux lourds dans les lixiviats dans les deux décharges et expliquez la composition de lixivia de la décharge de Marrakech. Lorsqu'on compare le lixivia entre les décharges de Marrakech et de Rabat, vous voyez bien que celle de Marrakech est très riche en métaux lourds que celle de Rabat. Ceci bien sûr est dû au procédé de tannage utilisé par bien sûr l'activité artisanale de la ville de Marrakech, qui utilise plusieurs éléments chimiques lourds, le zinc, le cuivre, etc. Donc, le lixivia de Marrakech présente des teneurs très élevées en métaux lourds par rapport à celles de Rabat. Comme explication, les artisans travaillant le cuir utilisent le tannage au chrome et autres éléments, ce qui entraîne un rejet des déchets solides qui contiennent des métaux lourds dans les décharges de Marrakech, ce qui explique que le lixivia est très riche et fortement riche ou chargé en métaux lourds. En vous basant sur les données précédentes, proposez deux procédures pour améliorer la quantité des eaux superficielles dans les régions de Meknès et de Marrakech. Donc, comme vous voyez, dans la région de Meknès, il y a aussi la pollution par les lixivias, de même celle de Marrakech. Donc, comme proposition, on peut bien sûr proposer comme solution le lixivia qui est déversé dans les eaux des oueds doit être au préalable traité avant de le déverser dans les oueds. Et comme deuxième proposition, on peut bien sûr traiter les déchets au niveau des décharges. Comme deuxième position, bien sûr, il faut traiter les déchets provenant bien sûr du tannage au niveau de cette activité artisanale avant de le jeter dans l'oued. Donc, comme proposition, soit la collecte et traitement des lixivias avant le rejet dans l'oued Boufkran, c'est-à-dire à Meknès, et traitement des déchets solides provenant du tannage, c'est-à-dire à Marrakech. Donc, comme d'habitude, je vous laisse ici des exercices à réaliser pour la prochaine vidéo. Là, je vous propose l'examen proposé lors de l'année 2023 pour la session normale, d'un sujet de restitution des connaissances, et pour la session de rattrapage, il s'agit d'un sujet de raisonnement scientifique. Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo si vous voulez bien sûr réaliser ces exercices avant de voir la correction la prochaine séance. En attendant, je vous quitte, je vous souhaite bon courage et à bientôt.